Donc, ça sera notre première séance consacrée à une introduction générale du module. Je dois attirer votre attention que l'introduction générale du module droit commercial peut nous amener à produire 3 à 4 séances en raison de la richesse de la matière. Seulement, puisqu'on est censé vous donner l'essentiel, puisqu'on est censé vous présenter ou bien respecter ce qui a été programmé dans le cahier de charge pour passer en revue et pour respecter les axes qui sont présentés par le cahier de charge, nous allons essayer de se contenter pour cette introduction générale d'une seule séance. Séance dans laquelle nous allons voir la définition du droit commercial, l'histoire du droit commercial, que ce soit au niveau international ou bien au niveau national. Ensuite, on va essayer d'approcher le droit commercial selon 2 conceptions, la conception objective et la conception subjective. Et nous allons terminer par présenter les sources du droit commercial avant de terminer par le programme de ce module de 2e semestre. Donc, comment peut-on définir le droit commercial? Je vous rappelle que vous pouvez intervenir à n'importe quel moment pour poser votre question. Je suis réceptif, d'accord? Donc, qu'est-ce que le droit commercial? Comme je viens de le dire tout à l'heure, le droit commercial, c'est une branche de droit privé. Si j'ose dire, c'est la plus importante des branches du droit privé. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une branche de droit qui s'intéresse à réglementer, à produire des règles juridiques pour organiser les opérations entre les commerçants. D'ailleurs, c'est la définition qui a été adoptée par nos 2 grands docteurs, Ripper et Roblo, qui restent une grande référence en droit commercial, qui produisent la définition suivante dans leur ouvrage Traité de droit commercial, qui est une référence très connue, que je vous invite à consulter si vous avez la possibilité de le voir. Donc, ils définissent le droit commercial comme une branche de droit privé relative aux opérations juridiques faites par les commerçants, soit entre eux, soit avec leurs clients. Donc, à partir de cette définition, on constate déjà que cette branche de droit privé ne s'intéresse pas à réglementer seulement les opérations entre les commerçants. Donc, si, à première vue, on peut conclure qu'il s'agit d'un droit propre aux commerçants, ça veut dire aux hommes d'affaires, aux personnes qui font du commerce, Ripper et Roblo précisent qu'il peut aussi être appliqué aux clients, ça veut dire à des consommateurs, autrement dit, à des non-commerçants. Le droit commercial, même si c'est un droit qui est né, qui est venu pour produire des règles pour les commerçants, pour le commerce, pour le monde des affaires, il s'applique aussi aux non-commerçants. Voilà la conclusion que vous devez tirer de cette première définition. D'autres définissent le droit commercial comme un ensemble des règles juridiques applicables aux transactions commerciales. Ensemble des règles juridiques applicables aux transactions commerciales. D'ailleurs, vous l'avez vu dans votre matière introduction à l'étude de droit, on a souvent tendance à définir chaque fois une branche de droit comme un ensemble de règles juridiques.
C'est un ensemble. Seulement, il est applicable à quoi? Aux transactions commerciales. Là, c'est une définition non pas subjective parce qu'il ne se rapporte pas à la personne. On n'a pas défini le droit commercial par rapport aux personnes qui exercent le commerce, qui sont impliquées dans les affaires commerciales. Mais nous avons défini le droit commercial comme un ensemble de règles qui s'appliquent à quoi? Au monde des affaires et non pas aux personnes qui exercent les affaires. Donc, aux transactions commerciales, comme vous allez voir avec moi par la suite, aux actes de commerce, aux opérations commerciales. Dernière définition, on définit le droit commercial aussi comme un cadre juridique à l'intérieur duquel se nouent et évoluent les rapports entre les professionnels du commerce. Donc, c'est le cadre juridique. Donc, nous avons défini un cadre à l'intérieur duquel se nouent et évoluent les rapports entre les professionnels du commerce. Donc, le législateur, à travers le droit commercial, essaie d'encadrer, de mettre un cadre, des limites dans lesquelles on peut nouer et évoluer des rapports, conclure des contrats entre les professionnels du commerce. Et là, je dois vous signaler que en common law, contrairement au droit civil, qui est adopté au Maroc et en France, en common law, il n'y a pas une grande différence entre règles applicables aux commerçants et règles applicables aux civilistes, aux non-commerçants. Ces pays, comme les États-Unis, comme le Canada, comme la Grande-Bretagne, n'ont pas essayé de produire des règles propres aux commerçants et au monde des affaires. Rares sont les règles qui sont réservées aux commerçants. Eux, ils appliquent les dispositions du droit civil pour les commerçants et pour les opérations du commerce. C'est seulement dans les pays civilistes que les législateurs ont essayé de produire des règles propres aux commerçants et aux opérations de commerce. Est-ce clair? Maintenant, on peut se demander pourquoi. Quelle était la vision du législateur? Qu'est-ce qu'il a cherché comme finalité en produisant des règles propres au droit commercial, aux commerçants et au monde des affaires, et il ne s'est pas contenté de laisser le droit civil, en l'occurrence au Maroc, le daïr des obligations et des contrats, réglementer les rapports entre les commerçants et les non-commerçants. Donc, la finalité est la suivante. Il s'agit de régir les rapports des personnes qui accomplissent en leur nom et pour leur compte des actes de commerce, c'est-à-dire les commerçants. La finalité principale, c'était de créer un climat où l'ordre, la sécurité et l'honnêteté seraient les mots d'ordre pour appuyer le développement du commerce, des activités commerciales, des transactions commerciales, l'économie en général. Parce que, en l'absence de ces mots d'ordre qui sont l'ordre, la sécurité et l'honnêteté, rares sont les personnes qui vont s'aventurer dans le commerce. Le commerçant a besoin de ce sentiment de sécurité, a besoin de travailler dans un climat où l'honnêteté règne. Il doit y avoir un climat de confiance où je dois exercer le commerce pour que je puisse m'aventurer. Parce que dans le commerce, ce sont des aventures. Lorsqu'on s'aventure, on peut gagner comme on peut perdre. Mais en perdant, il faut
respecter des règles de jeu. Ces règles de jeu sont posées par le législateur dans les dispositions des codes de commerce. Donc, le monde des affaires a besoin d'ordre, de sécurité et d'honnêteté que procurent les dispositions du code de commerce. Parce que le commerce n'est pas semblable à ce qui se fait entre les non-commerçants. L'histoire maintenant du droit commercial. Donc, pour connaître l'histoire du droit commercial, il faut remonter jusqu'à la première législation connue par l'histoire. C'est le code de Hammurabi. Donc, je crois que vous connaissez le code de Hammurabi, qui est la première législation écrite au monde. La première législation écrite parce que auparavant, on parlait que de coutumes, de usages. On n'a pas codifié, on n'a pas écrit les règles qu'on appliquait. Donc, la première personne qui a pris l'initiative d'écrire une législation écrite, c'était Hammurabi. Et on a intitulé, on a nommé sa législation par son nom. Donc, le code Hammurabi comportait un certain nombre de dispositions juridiques qui avaient un caractère commercial. Donc, on en trouve des dispositions qui réglementent les contrats des sociétés, des règles juridiques relatives aux prêts à intérêt, d'autres relatives au dépôt, et ainsi de suite. Donc, on peut dire que la première législation écrite qui s'est intéressée aux opérations commerciales est le code de Hammurabi. Par la suite, les Grecs, les Romains ont essayé à leur tour de produire un certain nombre de règles juridiques relatives aux activités commerciales. Ainsi, ils ont produit des règles pour les sociétés, pour les banques, mais aussi pour les assurances maritimes, une matière très importante qui a toujours accompagné les transactions commerciales, lorsqu'on connaît jusqu'à maintenant que 80% des transactions commerciales et des opérations commerciales se font par voie maritime. Le transport des marchandises, 80% des transports des marchandises transitent par voie maritime, d'où l'importance de cette assurance maritime. Les Romains ont développé à l'époque ce qu'on appelle ou bien ce qu'ils ont appelé le terme commercium. Le terme commercium était employé pour désigner tous les rapports juridiques que les commerçants ont entre eux relativement à l'utilisation des biens. Ça veut dire toutes les opérations qu'ils concluent pour vendre, acheter des biens rentrent dans le cadre du commerce, commercium. Et ils ont ainsi distingué dans leur législation les choses in-commerciaux et les choses extra-commerciaux. Les choses in-commerciaux, c'est tous les biens qui peuvent faire l'objet d'une vente, d'un achat, autrement dit, d'une opération commerciale. Alors que les choses extra-commerciaux, c'est tous les biens ou bien les objets qu'ils ont exclus du champ du commerce. On peut notamment produire l'exemple suivant, celui de la vente du corps humain. La vente du corps humain, des organes du corps humain étaient interdites. Ils ne rentraient pas dans le commerce. On ne peut pas commercialiser ce genre d'objets. Donc, leur code comportait des dispositions relatives à toutes les choses ou bien aux objets in-commerciaux et tout ce qui n'est pas possible de commercialiser comme les organes du corps humain qu'ils ont appelés extra-commerciaux.
Par la suite, les choses se sont développées rapidement. Début du XIIIe siècle, nous avons assisté à l'émergence du droit commercial à connotation internationale, parce que les pays se sont ouverts vers d'autres pays pour faire du commerce. Le commerce ne se réduisait plus aux frontières du pays, mais les pays commencent à exporter. Voilà pourquoi il a fallu trouver des règles juridiques, des usages, des coutumes qu'on va appliquer pour ces transactions à l'échelle internationale. 16e siècle, plus précisément en 1563, pour la première fois, les Français ont senti le besoin de créer des juridictions spécialisées pour les commerçants. Donc, ils ont créé ce qu'on appelle les juridictions commerciales, où les commerçants peuvent porter leurs différends, leurs litiges, pour qu'ils soient tranchés par des professionnels du commerce. Ce ne sont pas des juges traditionnels qui tranchent leurs litiges, mais ce sont des commerçants, des hommes qui connaissent bien le métier, des hommes de profession, des experts en commerce. C'est à eux que nous avons confié la possibilité de trancher les litiges des commerçants. Donc nous avons constaté que le commerce a sa propre spécificité. Il ne faut pas accorder à des non-commerçants la possibilité de trancher des litiges des commerçants. Voilà pourquoi nous avons créé des juridictions spécialisées que nous avons appelées les juridictions commerciales. 17e siècle, là, il y avait un grand changement avec l'arrivée à la tête du ministère des Finances du ministre français Colbert, qui a instauré ce qu'on appelle la doctrine ou bien l'école du mercantilisme. Le mercantilisme s'est développé avec Colbert. Colbert, à l'époque où le roi Louis XIV régnait en France, et qui était d'ailleurs parmi les ministres les plus puissants et les plus forts, c'est parmi les hommes d'État les plus puissants à l'époque du roi Louis XIV, publia des ordonnances sur le commerce terrestre et maritime, qui furent les premières législations globales soumettant les commerçants à un régime autonome. Donc, à cette époque, Colbert descendait chez les commerçants et leur disait: dites-nous comment l'État peut vous aider. Les commerçants lui répondaient: laissez faire, laissez aller. C'est une expression très connue qui s'est développée à cette époque. Laissez faire, laissez aller. Mais Colbert voulait à tout prix que l'État intervienne pour aider les commerçants à développer leurs transactions commerciales. 1791, ça veut dire fin du XVIIIe siècle, nous avons assisté, en France toujours, à la promulgation de la loi Le Chapelier, qui est une loi très connue, qui est venue proclamer un principe qui est toujours applicable à nos jours, qui est un principe très connu, qui est la liberté du commerce et d'industrie. Ce principe a été proclamé suite à la décadence des corporations et à la demande qui s'est enlevée par plusieurs voix des commerçants pour supprimer les monopoles des corporations, les monopoles d'un certain nombre de personnes qui venaient faire le commerce eux seuls dans un champ déterminé. Donc, les voix des commerçants se sont élevées, et ils ont demandé que soit
que le commerce soit exercé par toute personne qui a la possibilité de faire du commerce et de l'industrie. C'est ainsi que nous avons proclamé pour la première fois la liberté du commerce et d'industrie, qui est devenu par la suite un principe constitutionnel qu'on trouve nous aussi dans notre constitution de 2011. 19e siècle, début du 19e siècle, 1808, Napoléon Bonaparte adopta le premier code de commerce français, qui est le code de référence, qui est jusqu'à maintenant le code à partir duquel on tire toutes les dispositions relatives à, ou bien qui s'appliquent aux commerçants jusqu'à nos jours. Bien sûr, il y a eu plusieurs modifications, réformes, mais le texte de base, que ce soit pour le droit marocain ou bien pour le droit français, c'est ce premier code qui a été produit en 1808 par Bonaparte. Le XXe siècle était un siècle où le libéralisme va connaître un déclin. Si le libéralisme a triomphé au XIXe siècle, le XXe siècle a connu une grande intervention de l'État, principalement suite à la crise économique de 1929. L'État devait intervenir et d'ailleurs, suite à l'appel d'un certain nombre de grands penseurs économiques qui ont adopté cette doctrine de pousser l'État et les pouvoirs publics à intervenir dans le commerce. Parce que lorsque le commerce subit une crise, si l'État n'intervient pas, les choses vont s'aggraver et le commerce va connaître un déclin énorme. Le XXIe siècle a connu une autre fois une véritable poussée du principe du libéralisme économique, qui semble aujourd'hui sous le contrôle de l'État suite aux effets de la crise économique, encore une fois, de 2008, dont vous connaissez nécessairement les effets, les conséquences, dont plusieurs pays subissent jusqu'à maintenant. Donc, on peut ajouter les conséquences aussi de la crise économique qu'a connue le monde entier suite à la pandémie de Covid-19 et qui a qui pousse à croire encore une fois en l'importance de l'intervention de l'État dans le commerce. Sans cette intervention des pouvoirs publics, les choses peuvent s'aggraver énormément. Donc voilà, c'était l'histoire du commerce et comment il s'est développé partout dans le monde. Maintenant, passons à l'histoire du commerce au Maroc et à la codification du commerce et des règles commerciaux au Maroc. On distingue généralement entre deux périodes. La période anté-islamique, ça veut dire avant la venue de l'islam, et ensuite post-islamique, après l'islam. La période anté-islamique, ça veut dire avant la venue de l'islam, avant que le Maroc soit conquis par l'islam. Donc, il faut se référer au grand historien, à l'ouvrage du grand historien Hérodote, qui est un historien grec, qui est né, 400 ou 484 avant Jésus-Christ. Il décrivait à cette époque que le commerce qui s'effectuait avec les peuplades du rivage de l'Atlantique, dont la peuplade des Marocains fait partie, se fait en se basant, se fait d'une manière muette.
Il l'a appelé le commerce muet de l'or. Le commerce muet de l'or. Il décrivait dans son ouvrage que les Carthaginois agissaient à partir de comptoirs à la fois escales, entrepôts et marchés qu'ils possédaient sur les côtes de la Méditerranée et de l'Atlantique. Donc, Carthage était un empire très connu à l'époque. Donc, pour vous donner une idée sur la manière avec laquelle s'effectue ce commerce, donc, eux, ils venaient, les Carthaginois venaient et déposaient leurs marchandises qui étaient verroteries, vases, objets en bronze ou en fer. Ils les déposaient sur la côte, sur des places bien précises. Ils ne rencontraient personne. Ils déposaient leurs marchandises, ils partaient. Il y avait une confiance mutuelle entre les deux peuplades. Ils partaient. Donc, les peuples de la Méditerranée, des côtes du Méditerranée, venaient et découvraient la marchandise. Ils ne touchaient à rien. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une quantité d'or, plumes de truche, ivoire, ou bien or la plupart du temps, l'or du Soudan, qui vient du Soudan. Ils déposaient la contrepartie ici. Donc, les Carthaginois posent la marchandise ici, et les autres, lorsqu'ils arrivent, ils posent la contrepartie ici. Ils ne touchaient à rien. Pour eux, ils proposent, en posant des plumes ou bien un or, ils proposent aux Carthaginois un prix pour la marchandise. Donc, ils partaient. Les Carthaginois revenaient, ils regardaient s'ils sont satisfaits de la quantité d'or ou bien des plumes d'Autriche ou bien d'ivoire présentées par les peuplades des rives de la Méditerranée, ils les prennent et ils partaient. S'ils ne sont pas satisfaits, ils partaient et les autres, soit ils vont ajouter une autre quantité, soit ils vont repartir sans que le marché soit conclu. Donc, lorsque les Carthaginois sont satisfaits de la quantité d'or, donc ils prennent l'or, ils partaient. À ce moment-là, les peuplades de la Méditerranée pouvaient prendre la marchandise et partaient avec. Donc, et le marché est conclu. Voilà pourquoi on l'a appelé commerce muet de l'or. Donc, ils ne parlaient pas, ils ne se rencontraient même pas. D'accord? Et le marché est conclu. C'est comme parce que à cette époque, on craignait l'autre, mais en même temps, on avait confiance dans ces transactions commerciales. Personne ne prend la chose de l'autre sans qu'il y ait une contrepartie et sans qu'il y ait une satisfaction par l'autre partie. Par la suite, lorsque le Maroc est devenu terre d'islam, bien sûr, nous avons commencé à appliquer le droit islamique, les règles apportées par le Coran et par la Sunna. À cette époque, on ne distinguait pas entre opérations civiles et opérations commerciales. Le tout était regroupé dans ce qu'on appelle mu'amalat. Mu'amalat, ça veut dire opération. Mu'amalat entre les personnes, entre les musulmans. Donc, le Maroc, vous connaissez que occupe une place stratégique entre l'Europe et l'Afrique. Voilà pourquoi sa position géographique l'a aidé pendant une longue période et jusqu'à maintenant à être un pont de transactions commerciales entre l'Afrique et l'Europe. Avec l'Europe,
les Almoravides étaient des commerçants qui, qui ont conclu plusieurs contrats commerciaux avec les Européens. Donc, ils ont exporté des produits de textile, de genre de drap, toile, coton, fil, etc. Et ils ont joué même ce rôle d'intermédiaire avec le Levant, par exemple la Libye, le Liban, pardon, la Syrie. Ils ont exporté ou bien importé des métaux en bois de construction, ainsi de suite. Donc, ils ont exporté les cuirs, les marocains, les cotonnettes, tapis, blé, cire, ainsi de suite. La période de 1415, nous avons assisté, soi-disant, à une désorganisation du circuit commercial suite à la naissance de ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Triangulaire, ça veut dire entre le port du Sultan et le Portugal et le Levant. Les Saadiens ont aussi joué un rôle important dans le renforcement des relations commerciales avec les nations chrétiennes. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas. À des moments, les, plus précisément à l'ère du sultan alawite Ismaïl, ça veut dire Moulay Ismaïl, celui qui a régné à Meknès. Donc, à cette époque, il y avait le sultan Ismaïl avait interdit la vente des chevaux aux Européens, ce qui a provoqué la colère d'un certain nombre de pays et les et ce qui a poussé les Anglais et les Hollandais de profiter de cette occasion pour se substituer à la France, qui était à l'époque le principal partenaire commercial du Maroc. Donc, c'était une période qui a été caractérisée par l'esprit du lucre et de l'opportunité économique, qui est une tendance qui a triomphé petit à petit sur l'esprit de croisade. Voilà pourquoi on peut dire que le Maroc à cette époque est devenu un intermédiaire privilégié entre l'Europe et l'Afrique noire. Cela dit, avec l'Afrique, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Maroc était un intermédiaire de premier choix, notamment avec le Soudan qui produisait à l'époque énormément d'or. Fès et Marrakech étaient des places très importantes, des places commerciales très importantes par lesquelles transitaient la plupart des caravanes. 18e, 19e siècle, la philosophie juridique européenne commence à influencer le Maroc, qui jusque-là était érigé par le droit islamique. Ainsi, nous avons été pour la première fois influencés par des concepts juridiques nouveaux, tel le principe que j'ai développé tout à l'heure, qui est un principe constitutionnel, qui est le principe de la liberté du commerce et d'industrie. Le XXe siècle, rapidement, dès le XXe siècle, suite à la colonisation du Maroc par la France et par les Espagnols, donc le droit islamique n'est plus applicable pour régir les relations commerciales. On ne parle plus de mu'amalat, mais ce sont des règles juridiques nouvelles, qui se sont introduites, notamment par le colonisateur, par la France et par les Espagnols. Et nous avons commencé à appliquer ce qu'on appelle les règles du droit commercial dans leur sens moderne. Et le Maroc a connu sa première législation commerciale, son premier code de commerce à partir de 1913, son premier code de commerce maritime en 1919, et ces codes, bien sûr, ont subi des modifications
La dernière modification en date remonte seulement à l'année passée. Voilà, j'ai essayé de passer en revue rapidement, j'ai dit bien rapidement, l'histoire du développement du droit commercial au Maroc et partout dans le monde parce que nous n'avons pas assez de temps. Donc, vous pouvez toujours poser votre question sur cette histoire si il vous paraît que je n'ai pas bien expliqué ou bien si j'ai passé rapidement l'explication d'une période déterminée. De toute façon, si vous n'avez pas la question maintenant, il vous est toujours possible de présenter vos questions par écrit en me les soumettant par un message écrit. Donc, toute cette histoire nous amène ou bien nous a amené à définir le droit commercial de plusieurs façons. Le constat, c'est qu'il n'y a pas une définition unique du droit commercial. Vous l'avez vu au début, j'ai présenté 3 définitions distinctes. La doctrine n'est pas unanime sur la définition à octroyer au droit commercial. Voilà pourquoi je vais vous présenter encore une fois 3 définitions qui chevauchent, qui se superposent, pardon. Lorsque je dis superpose, ça veut dire l'une rentre dans l'autre. Voilà pourquoi je les ai présentées de cette façon. Donc, première définition, le droit commercial, c'est le droit applicable aux activités de distribution et à la plupart des activités de production, tantôt comme le droit qui applique les techniques du droit civil aux faits économiques. Et là, c'est une définition qui se rapproche beaucoup du droit applicable dans le cadre du common law, alors que les Français précisent que le droit commercial ou bien ont tendance à associer la définition du droit commercial au droit des affaires, qui, il faut préciser, est une matière beaucoup plus riche que le droit commercial. Lorsqu'on parle de droit des affaires, qu'on vous allez découvrir par la suite, c'est une matière qui est très riche. On n'a pas un code des affaires. Mais le droit des affaires recoupe et regroupe plusieurs codes, plusieurs droits. Le droit commercial n'est qu'une partie des droits des affaires. On peut le définir comme une branche de droit privé consacrée à l'étude des activités commerciales, indépendamment de la qualité de ceux qui exercent ces activités, qu'elles soient commerçants ou non commerçants. Et là, c'est la grande différence entre définition du droit commercial et définition du droit des affaires. Le droit des affaires ne s'intéresse pas à la personne qui accomplit l'acte du commerce, mais elle s'intéresse à l'activité commerciale et ses rapports avec les autres personnes, qu'ils soient commerçants ou non. On peut définir aussi le droit commercial dans une troisième conception comme un droit économique dont la définition varie selon les auteurs. C'est le droit des interventions de la puissance publique dans l'économie privée. D'ailleurs, nous avons dit tout à l'heure, lorsqu'on a parlé de mercantilisme, comment Colbert a essayé d'implanter un système où l'État joue un rôle prépondérant pour accompagner les commerçants dans le développement de leur commerce. Nous avons souligné cette importance de l'interventionnisme de l'État dans les activités commerciales. Mais le droit économique ne pousse à définir le droit commercial aussi comme le droit de l'entreprise. Parce que l'on veut ou non, aujourd'hui, le commerce n'est plus exercé par des entités, par des personnes physiques. Mais pour que le commerce se développe, aujourd'hui, nous avons assisté à une organisation
de l'activité commerciale dans le cadre d'entreprise. Si l'entreprise, en s'organisant dans le cadre d'une entreprise, on peut créer plus de richesses. Notre commerce peut se développer encore mieux, autrement dit. Voilà pourquoi on associe aujourd'hui le droit du commerce au droit de l'entreprise. Ces définitions étaient pour nous un tremplin pour souligner le rapport qu'entretient cette matière de droit commercial avec les autres branches de droit. Et comme vous allez le découvrir par la suite lorsqu'on va rentrer dans le détail de la matière. Vous allez découvrir qu'il s'agit d'une discipline particulière qui englobe des matières relevant d'autres branches de droit. Par exemple, le droit public. Combien de fois, au cours de cette séance, j'ai souligné l'interventionnisme des pouvoirs publics dans la vie économique. L'État intervient à plusieurs niveaux dans l'activité économique, en produisant des lois fiscales, en interdisant le champ du commerce pour un certain nombre de personnes, en réservant l'activité commerciale d'un certain nombre de matières à des personnes publiques, en s'appropriant l'activité commerciale d'un certain nombre de champs pour les pouvoirs publics, ainsi de suite. La matière est en rapport aussi, ou bien entretient des relations avec le droit fiscal, étant donné que, une fois on parle de commerce, c'est un important arsenal de règles fiscales et comptables qui sont applicables. La loi de finances, pour chaque année, présente un certain nombre de règles juridiques qui influencent les commerçants et le droit commercial. Elle est en rapport avec le droit du travail parce qu'on vient de dire qu'aujourd'hui, si on veut développer notre activité commerciale, il faut organiser notre activité dans le cadre d'une entreprise. Lorsqu'on parle d'entreprise commerciale, donc une entreprise embauche des personnes. Ces personnes sont régies par un certain nombre de dispositions du droit social, du droit de travail. Voilà pourquoi on dit que le droit commercial est en rapport avec le droit du travail. Et enfin, il entretient des rapports, je dis bien le droit commercial, il entretient des rapports avec le droit pénal, étant donné que toutes les infractions commises par des commerçants ou bien des hommes d'affaires sont sanctionnées par des dispositions du droit pénal des affaires. Si le droit pénal est l'ensemble des règles juridiques qui produisent ou bien qui précisent l'infraction, la nature de l'infraction et la sanction correspondante, le droit pénal des affaires, c'est un droit qui présente l'élément légal, matériel et moral de l'infraction accomplie dans le monde des affaires. Il présente les sanctions qui sont généralement des sanctions pécuniaires, mais aussi parfois des sanctions privatives de liberté. Est-ce clair? Donc, cela nous amène à parler des deux conceptions que les auteurs se sont constitués à travers les ouvrages qui ont été produits. Donc, la doctrine et les législateurs ont adopté deux conceptions pour le droit commercial. Une conception subjective, comme j'ai commencé à expliquer au début. Lorsqu'on parle de conception subjective, ça veut dire que le législateur précise que le droit commercial, c'est le droit des commerçants, c'est le droit qui est applicable aux commerçants. Ça veut dire toute personne qui a le titre de commerçant se voit appliquer les dispositions du code de commerce. Donc, c'est le droit des commerçants, plus généralement des professions commerciales, indépendamment des actes passés. Ça veut dire que vous passez un acte civil ou bien un acte commercial, puisque vous êtes commerçant, on va vous appliquer les dispositions du code de commerce. Si vous exercez une profession d'une manière habituelle, continue, et vous l'exercez publiquement,
vous êtes considéré un commerçant. On va vous appliquer les dispositions du code de commerce. Et on va vous porter tous les différends dont vous êtes partis devant les tribunaux spéciaux, à savoir le tribunal de commerce. La conception objective, quant à elle, ne s'intéresse pas à la personne. Voilà pourquoi on dit il est objectif. Vous pouvez être un commerçant comme vous pouvez être un non-commerçant. Vous pouvez être quelqu'un qui exerce d'une manière habituelle, continue et une activité commerciale, comme vous pouvez être une personne civile qui n'exerce pas du commerce. Mais à un moment donné, vous pouvez conclure, vous pouvez vous trouver dans le commerce, conclure un contrat commercial. Dans ce cas, on va vous appliquer les dispositions du code de commerce. Donc, la conception objective, autrement dit, ignore la qualité des acteurs. Il ne s'intéresse qu'aux opérations juridiques. Ça veut dire, il ne s'intéresse qu'aux actes des commerces. Si vous avez accompli un acte de commerce, on va vous appliquer les dispositions du code de commerce. Que vous soyez commerçant ou non. D'accord? Donc, il analyse les choses selon leur objet. Donc, si vous avez accompli un acte de commerce, on va vous appliquer les dispositions du code de commerce. Maintenant, quelle position, on peut se demander quelle position le législateur marocain a adopté. Est-ce qu'il a adopté la conception objective ou bien la conception subjective? Donc la réponse, c'est que le législateur marocain a adopté une position médiane. À la lecture des articles que comporte le Code de commerce marocain, vous allez découvrir que la position marocaine, ou bien du législateur marocain, était médiane. Ça veut dire, à la fois, il précise que le Code de commerce peut s'appliquer aux actes de commerce, hormis la qualité du commerçant, et parfois il dit que c'est un acte, ce sont des règles juridiques applicables aux commerçants. On peut le découvrir à la lecture de l'article 1er, 6 et 11. Donc l'article 1er du Code de commerce précise que la présente loi régit les actes de commerce et les commerçants. Donc il régit quoi? Les actes de commerce et les commerçants. Ça veut dire les deux. Conception objective, les actes de commerce. Et les commerçants, conception objective. L'article 6, quant à lui, précise la qualité du commerçant s'acquiert par l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes. Et il énumère les activités qui sont considérées comme des activités commerciales. Abdoulaye, vous avez une question? Koulibaly? Non? C'est bon. L'article 11, quant à lui, précise que toute personne qui, en dépit d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incompatibilité exerce habituellement une activité commerciale est réputée commerçant. Là, c'est une conception subjective. Même si vous n'avez pas, même si vous êtes interdit de faire le commerce, vous êtes frappé de déchéance ou d'une incompatibilité, et nous avons trouvé que vous êtes un habitué du commerce. Vous exercez habituellement l'activité commerciale. Même si vous avez une incompatibilité ou bien une interdiction, vous êtes considéré par le législateur comme commerçant et on va vous appliquer les dispositions du Code de commerce. Donc, à travers la lecture on va se contenter de ces 3 articles. Donc, cela montre que la conception qui a été adoptée par le législateur marocain est une conception à la fois objective et
subjective, ça veut dire qui mélange entre la conception objective et la conception subjective. Et on va terminer avec les sources du droit commercial, avant de vous présenter le programme. Donc, quelles sont les sources du droit commercial marocain? Au Maroc, ils sont nombreuses, mais on peut les regrouper en deux grandes catégories. Les sources historiques et les sources modernes. Dans les sources historiques, qu'on peut appeler aussi sources traditionnelles, on trouve d'abord le droit musulman, mais aussi le droit coutumier. Le droit musulman, que nous avons présenté tout à l'heure, qui regroupe toutes les opérations effectuées par les commerçants dans la catégorie de mu'amalat. Donc, certes, on n'a pas le droit, le législateur marocain ne tolère pas le commerce d'un certain nombre d'objets qui sont considérés comme contraires à la charia, contraires à la loi islamique. Donc, on ne peut conclure des contrats que pour des objets qui sont licites, qui sont autorisés par la charia, par le droit musulman. Et cela, notre code du commerce est influencé par le droit musulman. Le droit coutumier que les autorités du protectorat français s'étaient efforcées à l'époque du XXe siècle à introduire dans les dispositions du code de commerce. Donc, bien sûr, il a fallu trouver un moyen pour garder applicables toutes les règles coutumières que les Marocains appliquaient avant la venue du droit positif, avant la venue du droit du protectorat. Les sources modernes, dans les sources modernes, on distingue entre la loi, la jurisprudence et les coutumes et usages et la doctrine. Donc, la loi, il faut entendre la loi au sens large du terme. Donc, lorsqu'on dit loi, ça veut dire tout ce qui a été préparé par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers, ça veut dire par le pouvoir législatif. La jurisprudence, c'est l'ensemble du travail des magistrats marocains, parce que la loi n'est jamais complète. Parfois, on se trouve devant des situations où les juges doivent faire preuve de créativité pour adapter la situation selon des principes de droit. Même si la solution ne se trouve pas claire et nette dans le code, les législateurs parfois font preuve de créativité pour se rapprocher de l'équité, pour se rapprocher de la justice. Voilà pourquoi on considère que ces jurisprudences sont une source du droit commercial, parce que par la suite, on peut modifier les dispositions du code de commerce selon ces solutions qui ont été apportées par la jurisprudence. Les coutumes et les usages. Donc, ces coutumes et usages tirent généralement leur origine des clauses qui étaient généralement, auparavant, insérées dans des contrats. Et que nous avons considéré comme des conventions, même s'ils ne sont pas écrites, on a le sentiment qu'ils sont obligatoires dans notre cas, dans notre opération commerciale. Parce que la coutume et l'usage se forment par deux éléments. D'abord, il s'agit d'une pratique répétée, il s'agit d'une habitude. Les commerçants ont l'habitude
de l'adopter, de l'appliquer, mais aussi, et la chose la plus importante, c'est ce sentiment que les commerçants développent dans leur esprit pour se conformer à cette coutume que l'on croit obligatoire. Donc, est-ce que c'est une loi écrite? Non. C'est une coutume, c'est une règle, ou bien un usage généralement non écrit, que nous avons les sentiments en tant que commerçants et obligatoire à notre situation. Donc, ces coutumes et usages, à force de se répéter, de s'appliquer d'une manière habituelle, ils acquièrent une force. Voilà pourquoi ils constituent une source moderne du droit commercial. Je peux vous donner l'exemple suivant. Le fait d'envoyer une lettre recommandée par un créancier à son débiteur pour le mettre en demeure afin de demander le paiement d'une dette. Il ne s'agit pas d'une obligation. En droit civil, on parle d'une mise en demeure par voie judiciaire, notamment lorsqu'on demande le paiement du loyer. Mais pour mettre, mais dans le cadre du paiement d'une dette pécuniaire, là, c'est une pratique qui est courante, qu'on a tendance à croire que il s'agit d'une règle obligatoire. La doctrine aussi constitue une source du droit commercial dans la mesure où l'ensemble des professeurs de droit, des grands docteurs de droit, des praticiens, avocats, des arbitres, donc des experts en droit commercial, peuvent produire chaque fois un certain nombre de recommandations qui sont généralement prises en compte par les législateurs dans la production de la loi et pour la réforme des dispositions du Code de commerce. D'où l'importance des colloques, des journées d'études qui se font chaque fois pour produire des recommandations, pour critiquer la loi. Voilà pourquoi on considère la doctrine comme une source du droit commercial. Donc, ces sources constituent l'un des résultats du contexte social et politique vécu par le Maroc depuis plusieurs siècles. Donc, à côté de ces sources du droit commercial, nous avons aussi les sources institutionnelles, comme les institutions étatiques, les chambres professionnelles, le CGEM, par exemple, donc les associations des patronats, les institutions internationales et judiciaires, ainsi de suite. Donc, tout cela constitue une source moderne du droit commercial. Quelles sont les lois applicables pour notre matière? Donc, il s'agit principalement de la loi 1595, formant code de commerce. Ce code de commerce a été modifié à plusieurs reprises, étant donné que la matière du droit commercial est une matière mouvante, qui se développe tout le temps. Voilà pourquoi il a toujours besoin d'être modifié, d'être mis à jour. C'est ainsi que nous avons introduit en 2018 la loi 73-17 qui est venue modifier le livre 5 du Code de commerce se rapportant aux difficultés des entreprises. Ensuite, nous avons assisté en 2019 à la modification du Code de commerce par la loi 89-17 qui est une loi très importante sur la domiciliation des entreprises. Et finalement, l'année passée, en décembre 2019, donc peu après l'année passée, la loi 21-18 relative aux sûretés mobilières qui, elle aussi, a apporté des modifications très importantes au Code de commerce. Le Code de commerce fait appel aussi aux dispositions
des lois sur les sociétés, à la fois la loi 1795 sur la société anonyme, telle qu'il a été modifiée à plusieurs reprises, et la loi 596 sur les autres formes de société commerciale, à savoir la société en non collectif, la société en commandite simple, la société à responsabilité limitée, la société en commandite par action et la société en participation. Aussi, il est en rapport avec les dispositions de la loi sur les groupements d'intérêt économique par le biais de la loi 1397. Donc, qu'est-ce qu'un groupement d'intérêt économique? C'est lorsque les sociétés ou bien des personnes sentent le besoin de se réunir dans un cadre déterminé afin d'optimiser les moyens de transport, afin d'optimiser les moyens de production. Ils peuvent acheter, par exemple, un seul matériel qu'ils peuvent utiliser ensemble afin d'optimiser les coûts. Donc, et enfin, la loi 1399 relative à l'Office marocain de la propriété intellectuelle et commerciale, donc tel qu'il a été modifié par la loi 87-17 et la loi 88-17 sur la création et l'accompagnement des entreprises par voie électronique. Donc voilà, ce sont les lois auxquelles on va faire référence au cours du développement de notre cours. Donc voilà, je crois que je suis arrivé au dernier diapositive qui est le programme de ce semestre. Donc au cours de ce semestre, nous allons présenter ou bien nous allons réduire, si le terme est significatif, donc nous allons réduire le cours à 3 axes. D'abord, nous allons commencer par le régime juridique applicable aux commerçants. Comment acquiert-on la qualité commerciale et quels sont les droits et les obligations du commerçant? Dans un deuxième axe, on va s'intéresser au régime juridique du fonds de commerce. Et enfin, nous allons consacrer 2 séances, une pour la domiciliation qui est une nouveauté, donc étant donné qu'il y a des dispositions nouvelles qui régissent la domiciliation des entreprises. Donc, j'ai consacré un cours là-dessus et nous allons terminer par le statut de l'auto-entrepreneur. Non pas de l'entrepreneur, donc c'est une erreur. Le statut de l'auto-entrepreneur qui est un statut qui a connu aussi des modifications importantes. Donc voilà. J'espère que la matière vous intéresse, vous donne envie de suivre avec moi avec une grande attention, de préparer vos interventions, vos questions pour qu'on puisse assimiler la matière comme il se doit. Donc, je crois que j'ai terminé. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre avant de clore cette séance. Oui, Rafino, j'attends. Oui, merci monsieur. Premièrement, nous sommes très heureux de suivre votre cours. Et pour le moment, je n'ai pas de questions, mais j'espère que ce que je vais vous demander. D'accord. Moussa? Moussa? Activez votre micro. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais clore cette séance. Je vous souhaite une bonne continuation avec les autres matières. Merci de votre attention. Merci de votre patience. Donc, on va essayer de continuer sur notre lancée. Donc, vous avez assisté avec moi, avec moi pour une première expérience. J'espère que ça va, on va se lancer de cette façon. Donc, je vous répète, si jamais, donc je vais toujours essayer de présenter la séance. Ça veut dire le PDF de la séance. Je vais le déposer
2 jours, 3 jours avant pour que vous puissiez le consulter, le lire et de préparer vos interventions. Le lundi, à partir de 10 heures, on va essayer de présenter, de présenter brièvement des explications et d'interagir avec vous selon ce que vous avez préparé comme question. Donc, merci de votre attention. On se voit peut-être lundi prochain. J'aimerais bien savoir, est-ce que vous êtes d'accord de programmer 2 séances par semaine? Pour moi, c'est pas grave. Je ne sais pas pour les autres. Good. Donc, je crois que je vais vous programmer une autre séance la fin de la semaine, Inch'Allah, vers vendredi. Donc, merci de votre attention. À plus tard.